Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Dans le Valais, les élections communales avaient lieu ce week-end, mais faute de candidats, dans certaines communes, les habitants ont été élus sans leur accord. Les fleuristes pourraient être en danger pendant leur travail car en manipulant des fleurs qui ont été en contact avec des pesticides, cela pourrait avoir des conséquences sur leur santé. Les élections américaines approchent à grands pas de 3 semaines, c'est le grand format de ce journal. En Italie, plus précisément à Rome, une association récolte l'argent trouvé dans la fontaine de Trévi. Une invention très particulière qui était à l'honneur à un concert en Allemagne, celle d'un chef d'orchestre qui est en réalité un robot, il ne fait pas d'unanimité. Et en fin de journal, Thomas Sikorski nous montrera la détresse des platanes de midi. Au Valais, ce week-end, les élections communales avaient lieu, mais il y avait un gros problème. Dans plusieurs communes, il n'y avait pas assez de candidats. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais cette fois-ci, il y en avait tellement peu que certaines personnes ont été élues sans leur accord. Le reportage de la RTS. Collonges, 843 habitants. Ici, les résultats sont tombés à la mi-journée. 2 citoyens ont été élus conseillers communaux sans s'être portés candidats. Et c'est à l'actuel président de le leur annoncer. Oui, bonjour, vous êtes en communication avec le répondeur vocal. Mais personne ne décroche. Tu arrives en tête avec 57 suffrages. Je te souhaite quand même une bonne journée. J'espère qu'ils acceptent parce que pour moi, ce sont 2 personnes compétentes. Parce que si refus il y a, ils devront donc donner leur démission au Conseil d'État. Après, le Conseil d'État acceptera ou refusera cette démission et on devra repasser aux urnes si la démission est acceptée. Ce matin au bureau de vote, il n'y avait pas un chat, ou presque. Taux de participation finale, 28%, dont un quart de bulletins blancs ou nuls. Un score historiquement faible, car depuis plusieurs semaines, cette élection crée le malaise. Les gens essayent de se fuir un petit peu, de ne pas trop croiser de monde, de peur d'être éligibles. C'est pas très logique d'avoir des votations sans liste, sans nom. Puis voter pour des gens qui ne veulent pas aller, c'est aussi compliqué. C'est triste d'en arriver là, en fait, qu'il n'y ait plus de gens qui veulent s'investir pour le village à ce niveau-là. C'est vraiment triste. Dans cette petite commune, les partis politiques ont disparu. Et si l'actuel exécutif a bien tenté de motiver la relève, les candidats ne se sont pas pressés pour assumer cette fonction. C'est entre 350 et 400 heures par année. Et puis maintenant, c'est vrai que les séances, elles ne se font pas à 8 heures le soir. C'est pendant la journée, pendant les heures des bureaux, de tous les bureaux techniques. Je pense que ça va aussi être un argument pour dire non, je ne veux pas venir à la municipalité parce que je n'ai pas ces disponibilités. Ce soir, l'un des 2 élus annonce qu'il contestera son élection. Quant à l'autre, il n'a pas encore réagi. Un courrier recommandé lui sera adressé pour lui notifier son élection. Après de récentes études, les fleuristes ne seraient pas à l'abri de maladies à cause de leur métier. En France, la fille d'une fleuriste est décédée à cause d'une maladie et la maladie viendrait de sa mère qui rentrait du travail car sa mère était fleuriste. Alors c'est beaucoup de risques pour les fleuristes. Le reportage de la RTS. Cette fleuriste adore son métier à Vevey. Plus de 20 ans dans les fleurs, 20 ans sans protection particulière. Elle ne voyait jusqu'ici pas de raison de se méfier de ses plantes. On ne se protège pas plus que ça. On les prend dans nos mains, on les met sur les chariots, après on les reprend pour les nettoyer et les mettre en vase. Et encore pour faire les bouquets pour les clients. Donc finalement, on les manipule plein de fois, ouais. Sa collègue, tout juste diplômée, n'a pas non plus été prévenue d'éventuels risques pour sa santé durant son parcours d'apprenti. On a toute une partie des cours qui est justement sur le thème de la sécurité, des dangers, ce genre de choses dans le magasin. Mais ça va être plus au niveau des accidents, les coupures, ce genre de choses. Pesticides, on n'en a pas vraiment entendu parler. Ces 2 femmes sont donc aujourd'hui abasourdies en découvrant l'histoire de cette fleuriste devant les tribunaux en France. Sa fille est décédée à 11 ans d'une leucémie. Un fonds d'indemnisation a estimé que le cancer de la petite était lié à une exposition aux pesticides in utero, lorsque sa mère travaillait comme représentante en fleurs. Cette mère endeuillée cherche à sensibiliser l'ensemble de la profession. J'ai promis à Amy que j'allais me battre, non seulement pour elle, mais aussi pour les autres. Sur le marché suisse, comme en France, l'immense majorité des fleurs est produite à l'étranger,
par exemple en Afrique. L'émission À bon entendeur de la RTS le démontrait il y a 2 ans déjà. Sur 11 bouquets testés, 10 présentaient des pesticides, plusieurs dizaines de substances différentes par bouquet, dont certaines interdites dans la culture suisse. Pour cette spécialiste vaudoise, il est urgent de mieux connaître les risques encourus. Ces fleuristes, ils sont exposés tous les jours. En plus, ils ne se protègent pas. Il y a quand même un risque qui pourrait survenir pour leur santé. C'est vraiment super important d'étudier en fait l'exposition de ces fleuristes pour déjà connaître à quoi est-ce qu'ils sont exposés et comment les aider en fait à se protéger contre cette exposition. La fêtière des fleuristes suisses approuve. Elle vient tout juste d'ajouter la sensibilisation aux dangers des pesticides au programme de formation des apprentis. Elle invite les fleuristes à suivre ses recommandations, bien se laver les mains, ne pas appuyer les fleurs contre ses habits, ni se frotter le visage quand on manipule un bouquet. Des mesures de précaution trop peu connues jusqu'ici. Les élections américaines approchent à grands pas, plus que 3 semaines avant l'élection. Une élection très tendue, c'est le grand format de ce journal. Il vient de la RTS. Républicain, on retrouve Gaspard Kuhn en Arizona. Gaspard, c'est vraiment l'Arizona, l'un des États où tout peut basculer. Et oui, Philippe, c'est l'un de ces fameux swing states, ces États clés où tout va se jouer. Je peux vous dire que les candidats en sont parfaitement conscients. On a vu passer Donald Trump et Kamala Harris ces derniers jours ici en Arizona pour des événements de campagne. On est dans la dernière ligne droite et ce qui compte maintenant, c'est ce qu'on appelle la mobilisation, s'assurer que tous les électeurs qui sont susceptibles de vous soutenir vont bel et bien aller voter. Je peux vous dire que c'est un véritable défi parce que ce que j'ai entendu auprès des indépendants ces derniers jours, c'est une forme d'insatisfaction vis-à-vis des 2 candidats. Ils voient des défauts chez Kamala Harris et chez Donald Trump. Ça s'annonce très serré. Reportage signé Christelle Gem et Aviva Fried. À Scottsdale, en Arizona, les samedis se ressemblent tous. On sent vraiment qu'on est dans la dernière ligne droite. Kelly Butler est candidate démocrate à l'Assemblée locale et elle arpente les rues de la ville pour faire connaître ses idées. Ce que nous faisons maintenant, c'est ce qu'on appelle du porte-à-porte pour convaincre. Nous frappons aux portes des républicains et des indépendants. Les droits des femmes et l'éducation, des thèmes centraux de la campagne locale de Kelly Butler, même si la présidentielle n'est jamais loin. Cette année, beaucoup de gens abordent le sujet. Ils me disent « j'en ai assez de l'extrême droite, je suis prêt à revenir au centre ». Je jure fidélité au drapeau des États-Unis d'Amérique. Non loin de là, à l'Université d'État d'Arizona, le club des jeunes républicains tente également de convaincre les électeurs. En Arizona, près de la moitié des jeunes ne se reconnaissent dans aucun des 2 grands partis. Pas de quoi refroidir l'enthousiasme des jeunes militants qui comptent sur un effet domino. C'est important de faire campagne dans les États clés, mais c'est également important d'intéresser les étudiants qui viennent d'autres États. Nous en avons du Wisconsin, de l'Ohio, du Michigan, de New York, du Delaware. Ils rentreront chez eux, dans leur famille, et leur expliqueront tout ce qu'ils ont appris ici. Les candidats des 2 camps essayent par tous les moyens de conquérir les indécis, comme Denise Lewis. À 57 ans, elle s'occupe seule de son fils autiste. Malgré plusieurs emplois et des semaines de travail qui comptent parfois 70 heures, elle a du mal à joindre les 2 bouts. J'ai besoin d'un gouvernement qui m'écoute, qui me dit « Nous allons baisser vos impôts, Denise, nous allons vous simplifier la vie. » Ça me ferait voter. Cette grande admiratrice de Ronald Reagan n'a voté pour aucun des candidats lors des 2 élections précédentes. Cette fois, Kamala Harris pourrait la convaincre. Elle doit arrêter de répéter que Trump est horrible et commencer à parler de ce qu'elle va faire, comment elle va aider ma famille et les familles comme la mienne. Les candidats ont encore beaucoup de chemin à parcourir s'ils veulent séduire les électeurs très convoités de l'État clé d'Arizona. Et on se retrouve ici à Tucson, sur le campus de l'Université d'Arizona, pour parler de tactique électorale dans cette dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Samara Clar, bonjour, vous êtes politologue. Première question d'abord sur les États clés. Pourquoi est-ce que cette élection va se jouer dans quelques États seulement? On en voit la carte ici, ce sont les fameux swing states.
Nous n'avons pas un grand vote populaire aux États-Unis. Nous avons des élections conduites dans chaque État et le candidat arrivé en tête dans l'État remporte l'ensemble de ce qu'on appelle le collège électoral. Et nous avons en ce moment 7 États dans lesquels l'élection est tellement serrée qu'on ne sait pas qui va gagner. Ce sont les swing states. L'Arizona a longtemps été un État républicain. Comment est-ce qu'il a basculé dans cette catégorie des États clés ? Ces 20 dernières années, les républicains ont gagné avec des marges de plus en plus petites en Arizona, jusqu'en 2020, quand le président Biden, un démocrate, a gagné en Arizona. C'était la première fois que ça arrivait depuis 1992. Pourquoi ? C'est en partie dû à la démographie de cet État. Nous avons une population de latinos qui augmente. Les latinos représentent un bloc d'électeurs variés. Ils ne votent pas tous démocrates, mais en Arizona, ils ont tendance à voter 2 fois plus pour les démocrates. Et puis l'Arizona connaît une forte croissance. Nous avons beaucoup de gens d'autres États qui s'installent ici. On vient de voir le reportage avec cette électrice indécise qui attend des propositions concrètes pour sa vie au quotidien. Sur quels enjeux cette élection va-t-elle se jouer ? Le plus gros enjeu, ça a toujours été, et peut-être encore plus aujourd'hui, l'économie. En Arizona, on a vu des niveaux d'inflation très élevés. Les maisons sont presque 2 fois plus chères qu'avant. Nous avons une hausse des prix du logement, de l'essence, des courses. Ce sont des choses qui touchent tous les électeurs. Samara Claire, merci. De rien, mon plaisir. Et alors que la campagne bat son plein, les partisans de Donald Trump bousculent la démocratie ici en Arizona et contestent toujours les résultats de la présidentielle de 2020. Reportage Christelle Gemme, Aviva Fried. Dans l'ouest de l'Arizona, l'ambiance est à la fête. Les enfants de la région s'affrontent dans un rodéo endiablé. Sur des moutons pour les plus jeunes, des taureaux pour les plus expérimentés. Ils perpétuent la tradition. Et ici, aucun doute possible, on soutient Donald Trump. Dieu te bénisse, Donald Trump. Merci pour ce que tu fais. Les alentours de l'arène sont consacrés au culte de l'ancien président. À Rome, la fontaine de Trevi offre une deuxième chance à des familles dans le besoin, car une association récolte l'argent retrouvé au fond de celle-ci. Le reportage de la RTS. C'est une tradition pour les touristes venus du monde entier. Jeter une pièce pour qu'ils nous portent bonheur. Chaque année, elles sont des millions à atterrir dans la fontaine de Trevi. Mais est-ce là leur dernier voyage ? Que nenni ! 2 fois par semaine, alors que la ville dort encore, des employés municipaux ramassent les pièces de monnaie. Le ramassage des pièces se fait avec des outils spéciaux. Nous les amenons au centre de la fontaine et on les aspire avec une pompe spéciale. Mais les pièces de monnaie ne sont pas les seules à atterrir dans le puits. Souvent, les ouvriers trouvent d'autres objets inhabituels. Nous trouvons des bracelets, des colliers et même des prothèses dentaires. Un peu de tout. Depuis plus de 15 ans, l'argent est versé à l'organisation catholique Caritas. Chaque année, entre 1,3 et 1,5 million d'euros sont ainsi récoltés. Caritas utilise cet argent pour des projets tels que la distribution de repas, les soins médicaux et le soutien aux familles dans le besoin. Je voudrais souligner que les familles que nous soutenons sont aussi diverses et variées que les touristes qui viennent à Rome en provenance de tant de pays différents. Une deuxième vie pour ces porte-bonheur, une deuxième joie pour cette touriste espagnole. Dans cette si jolie ville d'Italie, dans cette ville sainte, de pouvoir aider notre prochain de cette manière, avec toute la précarité qui existe, je trouve ça vraiment précieux. C'est un signe d'espoir. Un petit vœu à la fontaine de Trevi et un grand pas pour la solidarité. En Allemagne, un concert hors du commun. Ce concert était dirigé par un robot. Alors si ces baguettes ont plus l'air de sabres laser, eh bien il ne fait pas l'unanimité au sein des personnes qui aiment la musique. Le reportage de la RTS. Trois sabres laser en guise de baguette, voici peut-être le chef d'orchestre du futur. Il indique la rythmique et dirige séparément les 3 parties de l'orchestre.
Nous ne voulons pas remplacer un chef d'orchestre. Mais si vous avez un morceau qui exploite le fait que l'orchestre joue à des vitesses différentes, à des rythmes différents, alors cela a du sens. Cela n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Pour le directeur artistique de l'Orchestre symphonique genevois, cette innovation est une aberration. Ça me fait rire. Alors j'ai bien entendu que les concepteurs ont imaginé que le bras droit faisait le rythme et la main gauche l'émotion. Mais l'émotion, c'est un tout, ça ne peut pas se séparer en deux comme ça. L'émotion est une chose qui se transmet par la respiration. Là, je ne vois pas de souffle. La respiration d'un chef, je le redis, c'est faire respirer 80 personnes ensemble. C'est pas juste un bras qui fait ça. La musique, ça se ressent et un robot ne respire pas. Les musiciens partagent ce constat. C'est quelque chose de complètement différent. Il est sans pitié, il n'attend personne, il continue de jouer. Wie eine Maschine, hein. Il y a une certaine violence de quelqu'un qui ne respire pas, qui donne juste un départ. Je veux dire, un orchestre n'est pas un train. Chef de gare, c'est un métier. Chef d'orchestre, c'en est un autre. Si chef d'orchestre ne fonctionne pas, ce robot sait dans quoi se reconvertir. En tout cas, la révérence finale, elle, est maîtrisée. Ils arrivent même à saluer, c'est formidable. En France, la détresse des platanes du Midi fait un vrai ravage. Notre envoyé spécial Thomas Sikorowski s'est penché sur ce sujet. Dans l'Aude, au sud de la France, quelque chose cloche dans le paysage. Car oui, les platanes au bord du canal du Midi ont disparu. Ceci est dû au fait que 75% des arbres ont été coupés. Mais pourquoi? C'est à cause d'un champignon tueur qui a décimé presque tous ces arbres inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce champignon, le chancre coloré, a forcé la région à planter d'autres arbres pour tenter de conserver ce paysage de carte postale. Ces arbres, les voici, ce sont des chênes à croissance rapide qui ont été choisis pour tenter de garder le charme de la région. Pour en revenir à ce champignon, il est arrivé en France depuis le débarquement américain en Provence. Il s'est développé d'abord dans la région PACA avant de transiter jusqu'au Languedoc-Roussillon. Le canal du Midi, lui, est touché officiellement par cette bactérie depuis 2006. Heureusement, la région de Toulouse n'est pas encore touchée par ce fléau. C'était Thomas Sikorowski pour TV2000. Au revoir et à la prochaine. Voilà, c'est ce qui met fin au 9e téléjournal du TV2000. Mon toute l'équipe, merci d'avoir suivi. Excellente journée et à bientôt.